Absolument. Voici la transposition complète de l'histoire en français, en conservant les personnages, les lieux et les éléments culturels russes de la version que vous avez fournie, tout en gardant la longueur et le noyau narratif intact. Au moment où la banque a appelé le 11e jour, j'avais déjà cessé de répondre aux appels de 3 numéros. La banque, ma mère, et un message vocal de ma sœur que je n'ai toujours pas écouté. Je ne les ai pas filtrés par mesquinerie. Je les ai filtrés par souci de clarté. Laissez-moi revenir au début. Car cette histoire ne commence pas par un appel téléphonique, elle commence par une feuille de calcul. Et par une question que j'évitais depuis 5 ans. À quel moment prendre soin de quelqu'un devient-il le financer? Je n'avais pas la réponse à l'époque. Je l'ai maintenant. Laissez-moi vous montrer comment je l'ai trouvé. Ekaterinbourg en octobre a une qualité de lumière particulière, fine et argentée. Comme si le ciel rationnait quelque chose. C'était un mardi, 6h47 du matin. Je le sais parce que j'ai vérifié l'heure 2 fois avant de m'asseoir. C'est une de mes habitudes. Comme certaines personnes tapotent leur poche pour leurs clés. Sur ma table de cuisine, il y avait 2 choses. Une tasse de café, noir, encore trop chaud pour être bu. Et mon ordinateur portable ouvert sur 2 onglets. Le premier onglet était un rapprochement trimestriel pour un client qui gérait 3 entreprises individuelles depuis un ancien grand magasin soviétique à Verkhnaya Pichma. Le deuxième onglet n'avait pas de nom. Je ne lui en avais jamais donné. Il existait en tant que « feuille 2 » depuis 5 ans. Ce qui me semblait parfois être l'étiquette la plus honnête de mon appartement. J'ai ouvert la « feuille 2 » comme je l'ouvrais chaque premier du mois. Sans drame, sans cérémonie. J'ai saisi les chiffres d'octobre. Le loyer de l'ICA. L'assurance auto de l'ICA. Le paiement des études de l'ICA. 250 000 roubles. La même somme que depuis 3 ans. Ce qui signifiait que l'entrée d'octobre était exactement comme celle de septembre. Qui était exactement comme celle d'août. Qui était exactement comme chaque mois depuis septembre 2019. Le total dans la cellule B63 indiquait 15 000 de roubles. J'ai fermé l'onglet. J'ai ouvert le rapprochement du client. Je me suis mis au travail. Le café était devenu froid quand je me suis souvenu que je ne l'avais pas bu. J'ai entouré la tasse de mes 2 mains. La céramique était fraîche contre mes paumes. Ce poids spécifique. Cette température spécifique. Et quelque chose là, dedans m'a transporté de côté un instant. Pas en avant. De côté. Dans une autre cuisine. 13 ans. 3 semaines après les funérailles de mon père. La cuisine de la rue Vichniovaya avec le plafond taché d'humidité et les rideaux jaunes que ma mère promettait toujours de remplacer. La chaise de mon père était encore au bout de la table. Personne ne l'avait déplacée. Personne n'avait discuté de ne pas la déplacer. Elle était simplement restée là. Et nous nous étions tous arrangés autour de cet espace vide. Et cela m'a semblé être la première décision que notre famille a prise sans lui. Ma mère était assise à côté de moi. Pas en face. À côté, elle a pris ma main. Sa poigne était plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Elle a dit, « Agatha, c'est toi la forte. Tu l'as toujours été, comme ton père. » Lika avait 3 ans. Elle regardait des dessins animés dans la pièce d'à côté. Elle ne comprenait pas ce qu'étaient des funérailles. Elle se souviendrait à peine de lui. J'avais 13 ans, je comprenais tout. Ma mère a serré ma main et a dit, « J'ai besoin que tu m'aides à maintenir cette famille unie. » J'ai dit, « D'accord. » Je ne me souviens pas si je le pensais vraiment ou si je savais simplement que c'était la vérité. Je me souviens l'avoir dit. Et puis j'ai continué à le dire de toutes les manières possibles, sauf à voix haute. Pendant 24 ans, j'ai versé le café froid dans l'évier. J'ai préparé une 2e tasse. Je suis parti travailler à 7h04. En sortant, je me suis arrêté à l'appartement 4B. Elisaveta Semyonovna avait 81 ans et une hanche qui rendait les escaliers difficiles. Alors, le mardi, je lui prenais ce qu'elle avait demandé. Cette semaine, un carton de jus d'orange, du thé à la camomille et une marque spécifique de flocons d'avoine, indisponible au Péré-Crestoc le plus proche, mais disponible à celui près de mon bureau. Elle a ouvert la porte en robe de chambre. Elle a regardé le sac. Puis moi. « Tu es une si bonne fille, Agatha. » J'ai souri. « Bonne journée, Elisaveta Semyonovna. » Dans l'ascenseur, j'ai noté, comme j'ai l'habitude de noter les choses, que personne ne m'avait demandé comment se passait ma journée. Pas récemment. Pas depuis un moment. Je n'en étais pas contrarié. C'était juste un chiffre. Un nombre sans en tête de colonne. Je suis sorti dans la matinée d'octobre et j'ai marché jusqu'à ma voiture. La salle de pause de Harmon, associée avait une fenêtre donnant sur le parking et une machine à café qui dégageait la même odeur de plastique brûlé depuis 3 ans. Raïssa était déjà là quand je suis arrivé à 11h30, réchauffant quelque chose au micro-ondes. Alionka a enfin trouvé un travail, a-t-elle dit, sans préambule. Raïssa disait la plupart des choses sans préambule. Alionka était sa fille. 31 ans. Elle était sur le forfait téléphonique de Raïssa depuis 2019. C'est une bonne nouvelle, ai-je dit. J'ai arrêté de payer en février. Elle a remué son récipient.
Il lui a fallu jusqu'en avril pour réaliser qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. J'ai versé mon café. Elle m'a hurlé dessus pendant 3 semaines, a dit Raïssa. Sans méchanceté. M'a dit que je l'abandonnais. Que ce n'est pas comme ça que les mères sont censées agir. Elle a haussé les épaules une fois, un geste économique, définitif. Et puis elle a eu une promotion. J'ai pensé, c'est différent. La situation de Lika est plus compliquée. Lika a besoin de plus de temps. Je pensais à une version de cette phrase depuis 5 ans. Raïssa a posé sa fourchette et m'a regardé avec la douce franchise qu'elle appliquait à la plupart des choses. Certaines personnes s'élèvent quand on arrête de les rattraper, a-t-elle dit. Et d'autres ont juste besoin de savoir que tu seras toujours là. Pour qu'elles n'aient jamais à découvrir de quoi elles sont capables. Elle a pris son récipient et est sortie. Je suis resté près de la machine à café. L'odeur de plastique brûlé. Le parking à travers la fenêtre. Le calme particulier d'un mardi d'octobre où rien ne s'est encore passé. Je suis retourné travailler. Ma mère a appelé à 12h15 un mercredi. J'étais dans ma voiture dans le parking souterrain, mangeant un sandwich sur une serviette en papier, ce à quoi ressemble le déjeuner quand on a facturé 9 heures avant midi. J'ai décroché à la 2e sonnerie. Habitude. Agatha, ma chérie, sa voix était chaude, comme elle le devenait quand elle avait besoin de quelque chose, une chaleur spécifique, comme la chaleur qui se dégage d'un four juste avant de l'ouvrir. Comment vas-tu? Bien, maman. Occupée. Bien sûr. Bien sûr. Une pause qui n'en était pas vraiment une. Alors écoute. Lika a trouvé un appartement. Un très bel appartement. Plus près de l'université, plus de lumière naturelle. Le propriétaire autorise les chats, et tu sais qu'elle en voulait un depuis longtemps. Maman. Et la seule chose, c'est que son dossier de crédit n'est pas encore tout à fait ce qu'il devrait être. Ce qui, honnêtement, est le cas de qui à son âge, et le propriétaire demande un garant avec un bon dossier, alors je pensais. Non. Le mot est sorti, plat et immédiat, comme un chiffre qui apparaît quand on appuie sur Entrée. Pas méchant. Juste définitif. Silence sur la ligne. Puis, Agatha. Je ne me porterai pas garant pour un bail pour Lika. Elle a juste besoin de quelqu'un pour. Je sais ce dont elle a besoin, maman. La réponse est non. En arrière-plan, j'ai entendu du mouvement. Puis la voix étouffée de Lika, s'adressant à ma mère. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et ma mère, couvrant le téléphone pas assez bien. Donne-moi 1 minute. J'ai attendu. J'ai regardé le pilier en béton devant ma voiture. Quelqu'un y avait écrit B4 au pochoir jaune. Niveau B, rangée 4. Je me garais à cet endroit exact depuis 2 ans, et je n'avais jamais remarqué le pochoir jusqu'à ce moment. Ma mère est revenue au téléphone. Sa voix avait changé, toujours chaude, mais avec quelque chose en dessous maintenant, comme le son d'une planche de plancher quand il n'y a rien de solide en dessous. Je ne te comprends pas parfois, Agatha. Lika est ta sœur. Elle essaie. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour se mettre sur pied. Et ce n'est pas comme si on te demandait de lui donner quoi que ce soit, juste de mettre ton nom. Mon nom n'est pas rien, maman. Un autre silence. Plus long. Puis, doucement, avec cette fatigue particulière qu'elle avait appris à utiliser comme un outil, tu ne te soucies que de toi-même. Tu le sais, ça? Je suis resté avec ça un moment. Pas parce que ça faisait mal. Parce que je voulais être précise sur ce que j'allais dire ensuite. On se parle plus tard, maman. J'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone sur le siège passager. J'ai regardé le pochoir B4. Je veux être précise sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Pas de la rage. Même pas de la satisfaction. Quelque chose de plus froid que l'un ou l'autre. Quelque chose qui m'a semblé, pour la première fois en 5 ans, être de la précision. Je suis resté assise dans ce parking pendant 8 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge sur mon tableau de bord. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application des paiements automatiques. La liste était là comme elle l'était toujours. Comme certaines choses sont si familières qu'elles cessent d'être perçues comme un choix. Loyer de Lika, paiement Sberbank, 110 000 roubles par mois. Assurance auto de Lika, réseau Garantia, 20 000 roubles par mois. Mensualité des études de Lika, Université fédérale de l'Oural, formation continue, 120 000 roubles par mois. 250 000. La même somme chaque mois pendant 60 mois. Je l'ai regardé pendant 30 secondes. Puis j'ai commencé à annuler. Ligne par ligne. L'application me demandait de confirmer chaque annulation, ce que j'ai fait. C'est le genre de décision de conception qui semble être une formalité jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Annuler. Confirmer. Annuler. Confirmer. Annuler. Confirmer. J'ai posé le téléphone sur le siège passager. J'ai regardé par le pare-brise le parking, le béton, les lignes jaunes. La lumière fluorescente qui clignotait au bout de la rangée depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai démarré ma voiture. Je suis retourné au bureau. J'ai facturé 4 heures de plus avant 5 heures. Ce soir-là, j'ai fait des pâtes fraîches, ce que je n'avais pas fait depuis plus longtemps que je ne pouvais me le rappeler. Je suis resté devant la cuisinière, j'ai remué et je n'ai pas beaucoup pensé.
J'ai mis un couvert à table. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir. Pas de façon dramatique. Juste parce que je n'en avais pas besoin près de moi. J'ai mangé. Je pouvais goûter la nourriture. Cela semble une petite chose. Ce n'en était pas une. L'appartement était calme d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis un moment. Et je suis resté assise avec ce calme et j'ai essayé d'identifier de quoi il était fait. Pas de vide. Autre chose. La texture spécifique d'une pièce où rien n'est encore dû. J'ai fait la vaisselle. Je suis allé me coucher, je n'ai pas rappelé ma mère. Je n'ai pas écouté le message vocal que Lika a laissé à 21h43. Je ne l'écouterai pas pendant 11 jours. Et d'ici là, ce qu'il disait n'aurait plus d'importance. Le 3e jour, Lika a laissé un message vocal. Je l'ai écouté une fois, debout dans ma cuisine à 19h, encore en manteau, les courses sur le comptoir. Sa voix était prudente, pas encore en colère, toujours dans le registre de la confusion, la façon dont une personne parle quand elle essaie de laisser une porte ouverte au cas où elle aurait mal interprété quelque chose. « Salut, Agatha, alors je suis allé payer mon loyer et ça dit que le paiement automatique n'est pas passé ? Ce qui est bizarre. Je suis sûr que c'est juste un truc de banque. Mais peux-tu vérifier de ton côté et me le faire savoir ? Je dois régler ça avant vendredi, sinon il y a des frais de retard, alors. » Une pause. Puis, plus doucement. « Merci. Je l'ai écouté une fois. » J'ai posé le téléphone. J'ai enlevé mon manteau, j'ai rangé les courses, article par article, dans l'ordre où ils sortaient du sac. Les œufs sur la 2e étagère. Le lait à côté. Le bon fromage, celui que j'avais acheté pour moi. Personne d'autre dans le tiroir de gauche. Puis je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert un nouveau document. Pas la feuille 2. Pas le dossier client. Quelque chose de complètement nouveau. Une page blanche sans histoire. J'ai tapé « jour » dans la cellule on. Je l'ai regardé pendant 3 secondes. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être suivies. Parce que le suivi avait été le problème. Ou une partie de celui-ci. Parce qu'une femme qui a tenu des registres pendant 5 ans peut reconnaître, quand elle y prête enfin attention, la différence entre la documentation et la dévotion, et ceci, quoi que ce soit, n'avait pas besoin d'un en-tête de colonne. Je n'ai pas rappelé Lika. J'ai préparé le dîner. Je me suis couché avant 22h. J'ai dormi sans me réveiller une seule fois. Ce qui n'était pas arrivé depuis plus longtemps que je ne pouvais me le rappeler. Et ce qui m'a frappé le matin comme une donnée digne d'être notée, même s'il ne restait plus de feuilles de calcul pour l'y inscrire. Le 5e jour, ma mère a appelé. Je faisais la vaisselle du petit déjeuner quand le téléphone s'est allumé sur le comptoir. J'ai regardé la sonnerie comme on regarde un feu de signalisation changer. En le notant. En prenant une décision. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis j'ai posé le téléphone face vers le haut, j'ai ouvert le robinet et j'ai continué à laver. Son message a été diffusé en haut-parleur pendant que je travaillais. D'abord un soupir délibéré. Le genre qui demande un contrôle de la respiration puis sa voix, plus basse que d'habitude. Tonalité réglée pour paraître fatigué plutôt qu'en colère. Agatha, Lika dit que quelque chose a encore mal tourné avec les paiements. Elle s'inquiète pour son bail. Tu sais comment elle devient quand elle est stressée. Rappelle-moi juste quand tu auras un moment. C'est important pour moi. J'espère que tu le sais. L'eau coulait. J'ai un peu augmenté le débit. Pas assez pour la noyer. Assez pour mettre une certaine distance entre sa voix et l'endroit où je gardais les choses qui comptaient. J'ai entendu chaque mot. J'ai entendu le soupir, le ton et le mot, encore, qui faisait plus de travail qu'il n'y paraissait. J'ai entendu, tu sais comment elle devient, ce que je savais, et c'était exactement le point. J'ai fini la vaisselle, je me suis séché les mains, je ne l'ai pas rappelé. Il y a quelque chose que les gens ne vous disent pas sur le fait de garder le silence avec quelqu'un qui attend du bruit de votre part. Ils attendent le bruit comme ils attendent la gravité comme une évidence, comme une loi, comme quelque chose qui est. Quand le bruit s'arrête, ils ne pensent pas immédiatement. Elle a pris une décision. Ils pensent, il y a eu une erreur. Un problème technique. Quelque chose a mal fonctionné. Il faut un certain temps pour que l'absence soit enregistrée comme un choix. Ma mère et Lika étaient encore dans la phase du dysfonctionnement. Je savais que ça ne durerait pas. Le 7e jour, Raïssa m'a arrêté dans la salle de pause. « Tu as fait quelque chose de différent ?» a-t-elle dit. Elle me regardait comme les gens regardent une pièce après que les meubles ont été réarrangés. Quelque chose avait changé, mais les détails n'étaient pas encore clairs. Différent comment ? Je ne sais pas. Elle m'a étudié. Tes cheveux ? Mes cheveux sont les mêmes. Elle a versé son café. Tu as l'air différente. J'ai réfléchi à cela. J'ai annulé un abonnement, ai-je dit ? Lequel ? Plusieurs. Elle m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Quelque chose a traversé son visage, pas tout à fait de la reconnaissance, mais son cousin Germain. Puis elle a hoché la tête une fois et est retournée à son bureau. Et c'était tout.
Je suis resté dans la salle de pause un moment après son départ. L'odeur de plastique brûlé de la machine à café. La fenêtre donnant sur le parking. La qualité particulière d'un mercredi d'octobre qui me semblait, pour la première fois depuis longtemps, mien. Je n'avais pas été vu de cette façon, la façon dont Raïssa venait de me regarder depuis plus longtemps que je ne pouvais me le rappeler. Je ne veux pas dire observer. J'étais observable. Je me présentais. Je livrais. J'étais la personne que le client appelait quand les chiffres ne correspondaient pas. La personne à qui Elisaveta Semyonovna faisait confiance pour son thé à la camomille. La personne sur qui ma mère comptait depuis la cuisine de la rue Vishnevaya. J'étais vu de la manière dont on voit les choses utiles. Avec gratitude et sans attention. C'était différent. Raïssa m'avait regardé et avait remarqué que quelque chose avait changé. Elle ne m'avait pas demandé de l'expliquer ou de l'inverser. Elle l'avait juste noté. Comme on noterait la météo. Je suis retourné à mon bureau. J'ai facturé 6 heures. À 17h30, je suis rentré chez moi en traversant la ville dans la lumière de fin d'après-midi, qui en octobre arrive sous un angle qui donne à tout l'air d'avoir de la valeur, et j'ai allumé la radio, au lieu de passer en revue les tâches de la semaine dans ma tête, ce qui n'était pas quelque chose que je faisais normalement, et j'ai remarqué que je le faisais, et j'ai continué à le faire quand même. À la maison, j'ai fait de la soupe. De la vraie soupe, pas celle en conserve, un bouillon fait maison, du genre qui prend 1 heure, du genre que je n'avais pas fait depuis avant que je puisse me souvenir de ce que, depuis, signifiait. Je suis resté devant la cuisinière, j'ai remué et j'ai regardé la vapeur, et j'ai laissé l'appartement se remplir de quelque chose qui sentait l'effort délibéré, comme une personne choisissant de se nourrir exprès. Mon téléphone a sonné 2 fois ce soir-là. Ma mère a 20. Lika a 20 et un 12. Je lisais quand elles ont appelé. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Je n'ai pas écouté les messages ce soir-là. Ce que j'avais commencé à comprendre lentement, imprécisément, comme la compréhension a tendance à arriver quand on ne la force pas, c'était ceci: j'avais passé 5 ans à me rendre disponible. Pas au sens émotionnel, bien que cela aussi, mais au sens littéral, opérationnel. Mon téléphone était toujours allumé. Mon compte était toujours accessible. Mon nom était sur des formulaires. J'étais une ressource avec une page de contact qui n'avait jamais été retirée. La retirer n'était pas, il s'est avéré, un acte dramatique. C'était silencieux. C'était une série de petites non-réponses d'affilée. Chacune légèrement plus facile que la précédente. La façon dont les intérêts composés fonctionnent à l'envers, non pas plus vite, juste plus régulièrement. Au 7e jour, je n'avais retourné aucun appel. Je n'avais répondu à aucun SMS. Je n'étais pas revenu en arrière. J'ai fini la soupe. J'ai lavé la casserole. Je me suis assise près de la fenêtre pendant un moment et j'ai regardé la rue en bas. L'obscurité d'octobre s'installant autour des lampadaires. Et j'ai pensé à ce que Raïssa avait dit il y a 5 jours. D'autres ont juste besoin de savoir que tu seras toujours là. Et j'ai retourné cela dans ma tête comme on retourne quelque chose quand on n'est pas encore sûr si c'est une question ou une réponse. Je me suis couché à 22h15. J'ai dormi jusqu'à 6 heures. Jour 8. Jour 9. Les chiffres continuaient d'avancer, même sans feuille de calcul. Le 9e jour, je suis allé au Pérécrestoc et je ne suis pas entré. Je me suis garé sur le parking à 18h45, j'ai trouvé une place près du retour des chariots comme je le faisais toujours, assez proche pour être pratique, assez loin de l'entrée pour que personne ne m'abîme la portière, et j'ai coupé le moteur. Et puis je suis resté là. Pas à cause de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique, pas de nouvelles, pas de moment de crise. J'avais une liste dans ma tête. Pâtes. Huile d'olive. Les bonnes tomates, s'ils en avaient. Essuie-tout. J'avais le temps. Le magasin était à 20 mètres. Je suis resté assise dans la voiture, j'ai regardé l'entrée et je n'ai pas bougé. Le parking du Pérécrestoc à 18h45 un jeudi d'octobre n'est pas un endroit sur lequel on a déjà écrit. La lumière et le blanc jaunâtre des tubes fluorescents luttant contre l'obscurité précoce. Des chariots de supermarché dérivent en formation lâche près du terre-plein. Une femme devant moi chargeait des sacs réutilisables dans une Lada pendant que sa fille, être 6 ans, se balançait sur la poignée du retour des chariots et se chantait quelque chose de privé. J'ai regardé tout cela et j'ai pensé, je n'ai aucune idée de qui je suis quand je ne suis pas en train de résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Pas comme une réalisation dramatique. Pas comme quelque chose qui est arrivé avec du poids ou de la musique. Plutôt comme on remarque, au milieu d'une phrase, qu'on a mal prononcé un mot toute sa vie, une correction silencieuse, interne, sans public. J'ai regardé mon propre visage dans le rétroviseur. Je le faisais rarement, par principe. Comme je faisais la plupart des choses qui n'avaient pas un but opérationnel clair. Mon visage avait l'air le même que toujours. 37 ans. Des cheveux qui avaient besoin d'une coupe. L'expression particulière que j'arborais apparemment quand je n'arborais aucune expression particulière, que j'ai réalisé, en la regardant, que je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention. J'ai essayé de penser à la dernière fois que j'avais fait quelque chose qui n'était pas, d'une manière ou d'une autre, lié aux besoins de quelqu'un d'autre. Les flocons d'avoine pour Elisaveta Semyonovna.
Le rapprochement trimestriel pour le client de Verkniaia Picma. Les appels du mardi à ma mère. Les virements le premier de chaque mois. Le cautionnement pour le prêt auto il y a 3 ans, que j'avais fait sans qu'on me le demande 2 fois, parce que le dossier de crédit de l'ICA n'était pas ce qu'il fallait, et la demande avait une certaine logique. La même logique que chaque demande avait eue. La logique qui disait « tu peux, donc tu devrais ». Je suis resté assis sur le parking pendant 11 minutes. Je le sais parce que l'horloge de mon tableau de bord me l'a dit. Puis je suis entré et j'ai acheté exactement ce que je voulais. Pas ce que disait la liste, j'avais oublié la liste. J'ai acheté les bonnes tomates et les pâtes chères, et une bouteille de vin que je voulais essayer depuis 3 mois et un bouquet de fleurs, parce que le seau plein près de l'entrée était là. Et je ne m'étais jamais acheté de fleurs dans une épicerie. Et cela semblait être un jour approprié pour commencer. Je suis rentré chez moi. J'ai cuisiné. À 14h37, j'ai décroché. J'étais à mon bureau. La matinée avait été calme, et je terminais un rapprochement qui se passait bien. Est-ce que je parle à Agatha Viktorovna? Une voix professionnelle. Agréable. Lisant quelque chose. C'est bien moi. C'est la gare en banque, nous appelons concernant un compte de prêt auto se terminant par 4471. Nous constatons un paiement manquant, et vous êtes listé comme garante, nous vous contactons donc. Je pense que vous vous êtes trompé de numéro. Ai-je dit? J'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé mon écran. Je veux être précise sur ce qui s'est passé dans les 30 secondes qui ont suivi. Pas de la satisfaction. La satisfaction aurait été trop chaude pour ce que c'était. Quelque chose de plus frais. La sensation spécifique de dire une chose vraie si proprement qu'elle ne nécessitait aucune suite. J'ai dit, vous vous êtes trompé de numéro, et j'ai raccroché, puis je suis resté assise très immobile un moment, parce que j'ai réalisé que cette phrase était exactement ce que je me disais à moi-même depuis 5 ans. Mauvais numéro. Mauvaise conversation, mauvaise version de qui j'étais censé être. Cette version était celle qui décrochait. J'ai ouvert un navigateur et j'ai tapé « Comment se retirer en tant que garant d'un prêt auto ». J'ai lu pendant 12 minutes. Les nouvelles n'étaient pas pratiques, mais elles étaient claires. Retirer un garant nécessitait soit que l'emprunteur principal refinance le prêt à son propre nom, soit que le prêt soit entièrement remboursé. Cela pouvait prendre de 60 à 90 jours minimum. Cela nécessitait la coopération de l'ICA, ce qui n'était pas garanti. Ce n'était pas impossible. C'était juste du travail, et un travail que je pouvais gérer. J'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone et j'ai tapé « Retrait du cautionnement prêt auto recherché des prêteurs. Contacter Gare en banque lundi ». J'ai défini un rappel. Puis, je suis retourné au rapprochement. À 17h, j'ai rangé mes affaires et j'ai pris l'ascenseur pour le hall. Il y avait une chose que j'avais apprise sur les informations difficiles au fil des ans, en travaillant avec des chiffres qui ne correspondaient pas. La première étape était toujours d'obtenir le chiffre réel. Pas l'approximatif. Pas l'estimé. Pas celui que vous aviez évité de regarder. Le vrai chiffre. Une fois que vous l'aviez, vous pouviez planifier. Avant de l'avoir, vous ne faisiez que porter un poids sans connaître la charge. 60 à 90 jours. Très bien. J'avais porté 250 000 roubles par mois pendant 60 mois. Je pouvais gérer 90 jours. Le 13e jour, ma mère a appelé depuis le parking de mon immeuble de bureau. J'étais à mon bureau quand l'appel est arrivé, pas dans le hall, pas dans l'ascenseur. À mon bureau, au 4e étage. Elle a appelé d'en bas, ce qu'elle avait fait 2 fois auparavant dans ma vie. Une fois à la mort de mon père. Une fois quand elle avait eu une alerte de santé et avait conduit 40 minutes pour me le dire en personne plutôt que par téléphone. Les 2 fois, j'étais descendu. Elle a dit « Agatha, je suis dehors. Descends me parler. » J'ai regardé par la fenêtre. Sa voiture était dans la section des visiteurs. Première rangée. Elle était au volant. Je pouvais voir sa silhouette à travers le pare-brise. La posture spécifique qu'elle avait quand elle attendait d'avoir raison sur quelque chose. Je l'ai regardé un moment. Le ciel d'octobre derrière le parking. Les lignes jaunes sur l'asphalte. La lumière fluorescente au loin qui clignotait depuis le début de l'année et que personne n'avait réparé, et que j'avais cessé d'attendre que quelqu'un répare. J'ai dit, je suis au milieu de quelque chose, maman. Je t'appellerai plus tard. Je ne l'ai pas appelé plus tard. Plus tard, ce que j'ai compris, en me rasseyant à mon bureau et en retournant à la feuille de calcul devant moi, c'est qu'il y a une différence entre l'absence et l'abandon. Et que la différence est interne. Elle réside dans l'intention de la personne qui part, pas dans l'expérience de la personne qui reste. Ma mère avait conduit 40 minutes pour s'asseoir sur mon parking. C'était réel. C'était important pour elle. Et je ne suis quand même pas descendu, parce que descendre aurait signifié une négociation de plus dans une langue que je n'étais plus disposé à parler. Le rapprochement a été équilibré du premier coup cet après-midi-là. C'était presque toujours le cas. J'étais doué pour ça trouver le chiffre qui expliquait l'écart, nommer ce qui manquait, clôturer le compte. Je commençais à comprendre que j'étais doué pour d'autres choses aussi. Le 15e jour, ma mère a arrêté d'appeler. Pas pour toujours, je le savais. De la même manière que l'on sait certaines choses sans avoir besoin de preuves,
comme un comptable sait qu'une colonne qui n'a pas encore été rapprochée n'est pas une colonne qui a disparu. Mais pendant 4 jours, elle est restée silencieuse. Pas d'appel à 7h15, pas de messages vocaux à midi. Pas de SMS à 21 qui commençait par « je prends juste des nouvelles » et se terminait par quelque chose qui n'était pas juste prendre des nouvelles. 4 jours de rien. Lika a envoyé un SMS. Jour 6. À 11h du matin. On voit bien où sont tes priorités. Je l'ai lu, j'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai regardé comme on regarde un relevé que l'on a déjà examiné et qu'on n'a pas besoin d'examiner à nouveau. C'était tout. Le 15e jour, je suis allé courir. La première fois en 2 ans je connaissais le chiffre exact parce que la dernière fois avait été en octobre de l'année précédente, une seule tentative qui avait duré 14 minutes avant que mon genou droit ne me rappelle une décision que j'avais prise dans la vingtaine. Cette fois, je n'ai pas pensé à mon genou. J'ai mis les chaussures que j'avais gardées au fond du placard et je suis sorti dans la matinée d'octobre et j'ai couru. Et Quatrimbourg à la mi-octobre. Tôt. Avant que la ville ne se soit pleinement engagée à être éveillée, la lumière arrive en rasant et l'air est frais sans être froid. Et les feuilles font ce qu'elles font en octobre, c'est, dire qu'elles tombent d'une manière qui ressemble à une intention, pas à une décomposition. Exactement. Plus comme une décision prise au ralenti. J'ai couru devant le café de la rue Malicheva que je voulais essayer depuis 8 mois. Devant le petit parc au bout de la rue Clémencieva, où 2 hommes plus âgés jouaient aux échecs à la table en béton. En veste. Sans se presser. Devant l'école primaire avec sa clôture en grillage et les empreintes de mains peintes en rouge, jaune et bleu, sur toute la longueur du mur de devant. J'ai couru pendant 26 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé ma montre en revenant à mon immeuble, ce qui est aussi quelque chose que je fais noter le chiffre, le classer quelque part. Debout devant mon immeuble, respirant fort, j'ai essayé d'identifier ce que je ressentais. Pas du bonheur exactement. Le bonheur est rond et chaud et a tendance à s'annoncer. C'était quelque chose de plus structurel, la sensation d'avoir utilisé une chose correctement, d'avoir été de la bonne taille pour le contenant dans lequel je m'étais mise. Je suis monté. J'ai pris une douche. J'ai fait du café. Je me suis assise près de la faux en fenêtre, j'ai réchauffé la première fois sans réserve, peut-être que c'est fini. La pensée avait une texture différente de ce à quoi je m'attendais. Pas du triomphe. Plutôt comme un Audi qui est revenu propre, le soulagement est réel, mais ce que cela signifie surtout, c'est que l'on peut passer à autre chose. J'avais autre chose à faire. Plusieurs choses. Le retrait du cautionnement était en cours. J'avais parlé à quelqu'un de Gare en Banque lundi. Il m'avait expliqué les exigences de refinancement. Et j'avais envoyé les informations à l'email de Lika sans commentaire. Juste les détails transférés et les mots, il faudra que cela se fasse. Je ne savais pas si elle y donnerait suite. Ce n'était pas, à proprement parler, mon problème ni mort. J'avais fait ce que je pouvais de mon côté. Le reste était une arithmétique qu'elle devrait résoudre elle-même. Pendant 4 jours, j'ai lu le soir. J'ai essayé le café de la rue Malicheva. J'ai appelé Elisaveta Semyonovna un jeudi juste pour prendre de ses nouvelles. Pas parce qu'elle me l'avait demandé. Et nous avons parlé pendant 22 minutes de sa fille à Sotchi, et d'une émission de télévision que je n'avais jamais vue, et de la bonne façon de faire des pirochki maison, ce que, apparemment, j'avais mal fait toute ma vie. Je me suis couché quand j'étais fatigué. J'ai mangé quand j'avais faim. C'est le 19e jour que ma mère a envoyé un SMS. Elle avait essayé d'appeler 2 fois cet après-midi-là. Une fois à 15h. Une fois à 17h15. J'avais laissé sonner les 2 fois. J'étais au milieu de quelque chose à 15h, et je préparais le dîner à 17h15, et aucune de ces choses ne semblait être une raison suffisante pour arrêter. Le SMS est arrivé à 19h42. La famille se réunit dimanche. J'ai besoin que tu sois là. 14h. Nous allons parler de ça comme des adultes et régler ça en famille. Je compte sur toi. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone sur la table à côté de mon dîner. J'ai fini de manger. Une réunion de famille. L'expression de ma mère pour ça, se réunir, en famille. Comme si c'était un rassemblement plutôt que ce que c'était. La dernière fois qu'elle en avait convoqué une, j'avais 17 ans. Elle avait eu besoin d'expliquer quelque chose à propos de l'argent. Quelque chose impliquant mon compte d'épargne pour l'université et une situation à court terme qui avait semblé urgente et s'était résolue de la manière dont les situations à court terme se résolvent parfois, c'est, à dire qu'elle ne s'est pas entièrement résolue. Et je suis allé dans une université d'État au lieu de celle que je voulais. Et ma mère m'a apporté une plante pour ma chambre de dortoir et m'a dit que les universités d'État étaient tout aussi bonnes. Ce qu'elle croyait et que j'ai finalement choisi de croire aussi, parce que l'alternative n'était pas quelque chose pour laquelle j'avais l'énergie à 17 ans. Les économies pour l'université n'ont jamais été remplacées. Cela avait cessé d'avoir de l'importance. J'avais fait mon propre chemin avec ce que j'avais, ce que je faisais avec la plupart des choses. J'ai relu le SMS. Je compte sur toi. Il y avait une version de moi, la version qui aurait décroché l'appel de la banque le 11e jour avant de se souvenir qu'elle n'avait pas à le faire, qui aurait répondu, bien sûr, avant d'avoir fini de lire la phrase. Qui aurait déjà été en train de planifier quoi apporter, s'il fallait arriver en avance,
Comment empêcher la pièce de s'envenimer? J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai fait la vaisselle. Dimanche était dans 4 jours. Je trouverai ce que je voulais dire d'ici là. Ou je ne dirai rien du tout. Ou je dirai beaucoup de choses. Lentement et clairement. Dans une pièce pleine de gens qui n'avaient jamais pensé à demander si je tenais les comptes. L'une de ces choses se produirait. Je suis allé me coucher. Je n'ai pas veillé. Le registre. En partie morbide. Le salon de ma mère n'avait pas changé en 11 ans. Le même canapé couleur crème avec les coussins qu'elle avait achetés à une foire artisanale en 2009. La même estampe encadrée de Yalta au-dessus de la cheminée. La table d'appoint avec la lampe en céramique et le sous-verre qu'elle avait depuis avant que je m'en souvienne et qui portait une auréole d'une tasse que je soupçonnais être celle de mon père. Je suis arrivé à 14 heures précises. Parce que c'est ce qu'elle avait dit et je ne voyais aucune raison de lui donner un avantage précoce. Ils étaient déjà là. Oncle Igor sur le causeuse. Veste sur le dos. Mains sur les genoux dans la posture d'un homme à qui on avait dit que c'était important et qui prenait cela au sérieux. Tante Paulina à côté de lui. Un verre de thé glacé. Son expression calibrée sur concerné mais solidaire. Cousine Marina sur la chaise près de la fenêtre. Ne regardant pas tout à fait son téléphone mais pas tout à fait non plus. Lika sur le petit canapé près du couloir. Elle avait pris le siège le plus proche de la sortie, ce que j'ai remarqué, et qui m'a dit qu'elle n'était pas aussi confiante qu'elle voulait le paraître, et ma mère dans son fauteuil. Celui dans lequel elle s'asseyait toujours. Droite. Un mouchoir à la main qu'elle n'utilisait pas encore. Je me suis assise. J'ai posé mon sac par terre à côté de moi. J'ai attendu. Oncle Igor s'est éclairci la gorge. Il avait 62 ans, dirigeait une entreprise de nettoyage à sec depuis 30 ans et était, à sa manière, un homme décent. Le genre de décence qui opère principalement par la non-interférence et une préoccupation occasionnelle authentique. Agatha, dit-il. Merci d'être venue. Nous voulons tous simplement. Nous voulons comprendre ce qui se passe. Avec toi et Lika. Avec la famille. D'accord, ai-je dit. Lika a des difficultés en ce moment. J'en suis consciente. Il a regardé tante Paulina. Elle s'est légèrement penchée en avant. Nous t'aimons tous, Agatha. Personne ici ne te blâme pour quoi que ce soit. Nous pensons juste, elle a fait une pause. La façon dont les gens font une pause quand ce qui suit nécessite plus de soins que ce qui a précédé, nous pensons qu'il y a peu, être eu un malentendu quelque part. Et nous voulons juste que tout le monde parle pour que nous puissions régler ça ensemble. Je l'ai regardé. J'ai regardé la lampe en céramique. J'ai pensé au fait que tante Paulina et moi nous étions parlé 4 fois au cours des 3 dernières années. Toutes pendant les vacances. Aucune d'entre elles sur autre chose que la surface des choses. Et qu'elle était maintenant assise dans le salon de ma mère avec un verre de thé glacé et la phrase « un malentendu ». Et j'étais censé trouver que c'était une base de conversation. Il n'y a pas eu de malentendu, ai-je dit, on m'a demandé de me porter garant pour un bail. J'ai refusé. Ma mère m'a dit que je ne me souciais que de moi-même. J'ai mis fin à l'appel. J'ai annulé les paiements automatiques que je faisais depuis 5 ans. C'est tout. L'atmosphère de la pièce a changé. Pas beaucoup, un petit ajustement. Le genre que l'on ressent plutôt que de voir. Lika a parlé depuis le petit canapé. Tu ne peux pas tout annuler sans prévenir, Agatha. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. Ce n'est pas comme ça que quoi que ce soit fonctionne. J'ai donné 5 ans de préavis, ai-je dit. Je l'ai juste donné par tranche. Ce n'est pas, elle s'est arrêtée. A recommencer. Tu agis comme si nous avions profité de toi. Je n'agis comme rien du tout. Je décris ce qui s'est passé. Tu m'as fait passer pour quelqu'un qui ne peut pas s'occuper d'elle-même. Lika. Ma voix était égale comme elle le devenait quand je travaillais avec un chiffre qui ne correspondait pas et qui devait être traité directement avant que quoi que ce soit d'autre puisse avancer. Je paie ton loyer, ton assurance auto et tes frais de scolarité depuis 5 ans. C'est la situation. Je n'ai pas créé l'apparence. Je l'ai financé. Le silence dans la pièce avait une qualité spécifique, le genre qui se produit quand quelque chose de vrai a été dit dans une pièce qui n'y était pas préparée. Ma mère a posé son mouchoir. Il ne s'agit pas d'argent, dit-elle. Tout est une question d'argent, ai-je dit. C'est à ça que sert un registre. Son visage a traversé quelque chose que je ne pouvais pas nommer exactement, une sorte de compression. Un repli sur soi. Je ne t'ai pas élevé à penser en termes de débit et de crédit. Tu m'as élevé à gérer les choses. Je les ai gérées. Pendant 24 ans, tu faisais partie de la famille. Sa voix était devenue plus calme. C'est ce que fait une famille. Elle prend soin les uns des autres. Elle ne tient pas les comptes. Quelqu'un doit le faire. Oncle Igor s'est agité sur la causeuse. Cousine Marina avait posé son téléphone complètement face contre table. La pièce était attentive de la manière dont les pièces deviennent attentives quand les gens sentent que la chose qu'ils sont venus empêcher pourrait se produire quand même. Ma mère m'a regardé. Elle avait maintenant les mains jointes sur ses genoux. Le mouchoir avait disparu quelque part. Quand elle a de nouveau parlé,
Sa voix était celle qu'elle utilisait quand elle décidait qu'une approche directe était la seule qui restait pas cruelle, mais déployée. Comme un outil est déployé. J'ai essayé, dit-elle, de comprendre ce que j'ai fait pour que tu deviennes comme ça. J'ai attendu. Lika. Lika sait comment aimer les gens. Elle a dit cela sans hésitation. La façon dont on dit une chose à laquelle on pense depuis longtemps et qu'on a finalement cessé de modifier. Elle n'est pas parfaite. Elle a parfois besoin d'aide. Mais elle aime les gens. Elle est présente. Elle appelle. Ses yeux étaient sur moi. Toi, tu sais juste compter. La pièce est devenue très silencieuse. J'ai regardé le sol. 12 carreaux entre moi et la porte d'entrée. Céramique blanc cassée. Légèrement irrégulière au niveau des joints, le même carrelage qu'elle avait fait poser quand j'étais au lycée. Et elle avait fait la cuisine et le couloir en même temps parce que l'entrepreneur lui avait fait un prix si elle faisait les deux. 12 carreaux. La chose à propos de cette phrase, tu sais juste compter, c'est que ça aurait été plus facile si c'était simplement cruel. La cruauté, on peut la classer. On peut la mettre dans une colonne, l'étiqueter, en tenir compte. Ce qu'elle avait dit était autre chose. Ce qu'elle avait dit était la chose que je craignais depuis mes 13 ans, hochant la tête à une table de cuisine pendant que la chaise de mon père était vide à sa tête. La peur que tout ce temps, toutes ces années de gestion, de management et de présence de toutes les manières sauf les chaleureuses, avaient confirmé quelque chose à mon sujet plutôt que de le réfuter. Que j'étais efficace là où j'aurais dû être aimante. Que je connaissais le prix de tout et le coût de rien. Je suis restée assise avec ça le temps qu'il faut pour compter 12 carreaux. Puis j'ai ramassé mon sac. Je me suis levée. J'ai regardé ma mère, et j'ai regardé Lika, et j'ai dit, avec la même voix que j'utilisais pour clore un rapprochement, je resterai en contact. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Il n'y avait pas de claquement de porte en moi. J'ai marché jusqu'à ma voiture dans la pâle lumière du dimanche après-midi, et je suis rentré chez moi, et je n'ai pas allumé la radio, et je me suis garé à ma place habituelle, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon étage, et je suis entré dans mon appartement, et je me suis assise sur le canapé sans allumer les lumières. L'appartement était sombre. La rue à l'extérieur de la fenêtre était comme d'habitude un dimanche soir, quelques voitures, un promeneur de chiens, l'enseigne au néon rouge et blanc du magasin du coin, des choses normales qui continuaient à être normales. Mon téléphone était dans ma main. Je ne me souviens pas l'avoir sorti de mon sac. Le nom de ma mère était en haut de la liste des appels récents. Il faudrait 4 pressions pour la rappeler. Je connaissais le nombre de pressions comme je connaissais la plupart des choses précisément. Automatiquement. Sans avoir à y penser. La partie de moi qui avait dit d'accord, à 13 ans, était très bruyante en ce moment. Elle était restée silencieuse pendant 19 jours, et maintenant elle était présente de la manière dont un vieux système se fait connaître quand on a essayé de l'arrêter. Pas gracieusement. Pas d'un seul coup. Mais par des petits bruits accumulés, tous posant la même question, et si elle avait raison, et si tu revenais? Et si tu disais la bonne chose? Et que tout revenait comme avant? Et la façon dont c'était était mauvaise d'une manière que tu ne pouvais pas supporter, mais au moins c'était quelque chose que tu comprenais. J'ai regardé le nom de ma mère sur l'écran pendant longtemps. Puis j'ai posé le téléphone à l'autre bout du canapé. Le bout sur lequel je ne m'asseyais jamais. Le bout qui servait de surface pour le courrier, les livres et les choses dont je ne savais pas encore quoi faire. Je me suis allongé là où j'étais. J'ai regardé le plafond. La pièce était sombre, et les bruits de la rue passaient par la fenêtre comme ils le faisaient toujours, étouffés, continus, sans signification particulière. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas dormi non plus. Pas vraiment. Pas le vrai sommeil. Je suis resté allongé sur le canapé dans mon manteau jusqu'à 2 heures du matin et j'ai pensé à la chaise de mon père, à 12 carreaux et à une phrase que je n'arrivais pas à décider si je devais pardonner pour l'instant. Puis je me suis levé. Je suis allé à la cuisine. J'ai fait du thé. Je me suis assise à la table. L'ordinateur portable était fermé de l'autre côté. Je l'ai regardé longtemps avant de l'ouvrir. Je me suis réveillé à 83, et j'ai su immédiatement que je n'allais pas me rendormir. Ce n'était pas inhabituel. Dans les semaines qui ont suivi la mort de mon père, je me réveillais à des heures indues, je restais dans le noir et je faisais ce que je faisais depuis l'âge de 13 ans, c'est, à dire, faire le point sur ce qui devait être fait et dans quel ordre. Les listes étaient rassurantes. Une liste signifiait que vous saviez à quoi vous aviez affaire. Une liste signifiait que le problème avait des contours. Je me suis levé. Je n'ai pas allumé beaucoup de lumière. La lampe de la cuisine, celle au-dessus de la table, qui créait un petit cercle jaune et laissait le reste de l'appartement dans le gris d'avant l'aube. J'ai fait du café. Je me suis assise. J'ai ouvert l'ordinateur portable. Pas le dossier client. Pas le nouveau document que j'avais commencé. J'ai ouvert la feuille 2. Je ne l'avais pas regardée depuis le jour où j'avais annulé les paiements. Je l'avais ouverte ce matin d'octobre comme je l'avais ouverte chaque mois pendant 5 ans. Saisis les chiffres. Notez le total. Fermez l'onglet. C'était la dernière fois. Je n'y étais pas retourné. J'y suis retourné maintenant. Septembre 2019. La première entrée.
Je me souvenais clairement de ce mois. Lika s'était inscrite à sa deuxième tentative de programme d'études et avait besoin de l'appartement hors campus car les dortoirs, disait-elle, étaient trop bruyants pour étudier. J'avais pensé, c'est raisonnable. J'avais mis en place le paiement automatique sans demander combien de temps il durerait. J'ai lu la suite, mois par mois. Les chiffres ne changeaient pas souvent. Le loyer est resté à 110 000 pendant 18 mois avant que le propriétaire ne l'augmente à 115 000, et j'ai ajusté le paiement sans le noter autrement que comme un chiffre à mettre à jour. L'assurance auto fluctuait. Les frais de scolarité arrivaient en plusieurs fois qui ne coïncidaient pas toujours avec le mois calendaire, donc certaines entrées étaient plus élevées et d'autres plus basses, et j'avais construit une formule pour faire la moyenne sur l'année, et la formule avait parfaitement fonctionné, et je n'avais jamais une seule fois considéré si la chose que la formule mesurait devait être mesurée du tout. Il y avait des notes dans la colonne la plus à droite. J'avais oublié les notes. Vacances en décembre 2019, j'avais transféré un supplément ce mois-là pour un ordinateur portable dont Lika avait besoin, et j'avais appelé cela un « cadeau de Noël ». Dans la colonne des notes parce que quelque chose à ce sujet me semblait plus propre que de l'appeler ce que c'était. Problème de voiture en mars 2020, elle avait eu besoin de nouveaux pneus. J'avais cherché le coût moyen des pneus pour sa marque et son modèle, transféré le montant, tapé « problème de voiture » dans la colonne. Aide à la caution en août 2020 quand elle a déménagé dans l'appartement plus grand. Anniversaire en juin 2021, j'avais ajouté 5 000 roubles au virement de ce mois-là et j'avais apparemment décidé que cela méritait d'être documenté, comme si elle avait besoin de le savoir, comme si quelqu'un d'autre que moi auditait cela. J'ai lu pendant longtemps. À un moment donné, le café est devenu froid, et je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que je tende la main pour le prendre et le trouve à température ambiante, ce qui m'a donné une vague idée du temps que j'étais resté assise là. Je ne me suis pas levé pour en faire plus. La dernière entrée était mars 2024. 250 000 roubles. J'ai regardé le total dans la cellule B63 pour la deuxième fois en 2 mois. 240 000 roubles. Le chiffre avait légèrement augmenté depuis la dernière fois que je l'avais calculé, car je m'étais trompé de 2 mois la première fois. J'ai corrigé la formule. Le total s'est ajusté. Je l'ai regardé. 240 000 roubles. Mon père était un homme prudent avec l'argent. Pas riche, il travaillait dans la gestion des stocks pour une chaîne régionale de quincaillerie, ce qui payait assez bien pour une famille de 4 personnes dans une ville de taille moyenne. Et il tenait un registre dans un cahier à couverture rigide verte que j'avais trouvé une fois dans le tiroir du bureau, que j'avais parcouru et remis en place sans rien dire. Il notait chaque dépense. Chacune. Le cahier était organisé par catégorie. Logement, nourriture, services publics, enfants, divers. Sous « enfants », il avait écrit mon nom et celui de Lika, et tenait une colonne pour chacune de nous. J'avais toujours pensé que j'avais hérité de cette habitude de lui le suivi, la documentation, le besoin d'avoir le chiffre. Il m'est venu à l'esprit maintenant, pour la première fois, qu'il avait tenu le registre pour que la famille puisse voir clairement ce qu'elle avait pas pour se justifier auprès de quiconque. Pas pour préparer un dossier. Juste parce que connaître le chiffre réel était sa façon de comprendre une situation. Il ne l'avait jamais montré à personne. Je l'avais trouvé par accident. Il n'a jamais su que je l'avais trouvé. J'avais tenu mon registre pendant 5 ans, et je ne l'avais montré à personne non plus. Mais là où son registre était un outil, le mien était devenu autre chose. Un enregistrement de chaque mois où je m'étais dit que c'était raisonnable, que c'était temporaire, que c'était ce que faisait la famille. La preuve que je n'avais pas été une idiote, que les maths confirmaient ma bonté. Une preuve contre une accusation que personne n'avait encore portée. La voix de ma mère de dimanche. Toi. Tu sais juste compter. J'avais porté cette phrase depuis qu'elle l'avait dite. Comme on porte un caillou dans sa chaussure en étant conscient à chaque pas, sans s'arrêter. Je l'avais entendue comme une accusation, comme la chose qu'elle avait toujours crue à mon sujet, dite enfin à voix haute, que j'étais une personne sans chaleur, une fonction portant un visage. J'ai retourné cela dans ma tête dans la cuisine à 4 heures et quelques du matin, avec du café froid et 5 ans de documentation ouverte sur l'écran. Oui, ai-je pensé, je sais compter. Je compte depuis l'âge de 13 ans, assise dans une cuisine de la rue Vichniovaïa pendant que ma mère me tenait la main, que la chaise à la tête de la table était vide, et que j'ai dit, d'accord, parce que quelqu'un devait dire quelque chose. Je compte parce que quelqu'un dans cette famille devait le faire. Parce que l'alternative était de ne pas compter, et ne pas compter signifiait ne pas savoir, et ne pas savoir signifiait que tout ce qui allait arriver arriverait sans avertissement. Je savais compter. Je n'avais jamais une seule fois, en 24 ans, tourné le compte vers moi-même. Jamais ajouté une colonne pour ce qui m'était dû. Jamais exécuté la formule qui disait « le temps d'Agatha, le crédit d'Agatha, le nom d'Agatha sur les formulaires, les économies d'Agatha pour l'université, les appels du mardi d'Agatha, la livraison de flocons d'avoine aux 4B. À combien cela s'élève-t-il, et qui le porte, et est-ce que quelqu'un a jamais demandé ? J'ai fermé la feuille de calcul. J'ai ouvert un nouveau document. Je suis resté là un moment. Les mains sur le clavier. La petite lampe jaune. Et 4 imbours encore majoritairement sombres à l'extérieur de la fenêtre,
À l'exception de la lumière occasionnelle qui s'allumait dans un appartement de l'autre côté de la rue, quelqu'un d'autre aussi éveillé à cette heure pour des raisons qui lui sont propres. J'ai commencé à taper. Cela a pris 40 minutes. Pas parce que je ne savais pas ce que je voulais dire, je le savais exactement. Cela a pris 40 minutes parce que j'étais précise. Et la précision demande du temps. Et c'était peu, être le document le plus important que j'ai jamais rédigé. Et je n'allais pas me tromper. Quand j'ai eu fini, je l'ai relu une fois. J'ai fait 2 petites modifications. Je l'ai relu. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma mère, « Si tu veux faire une réunion de famille, je serai là. » Samedi me convient. J'ai posé le téléphone. La fenêtre devenait plus claire, ce gris particulier avant que le gris ne devienne couleur. J'ai pris la tasse de café, j'ai constaté qu'elle était froide, je l'ai reposée. Je suis allé au coin de la pièce où je gardais l'imprimante. Elle a bourré à la 2e page. Je me suis assise par terre à côté, ce qui est la seule réponse digne à un bourrage d'imprimante à 6 heures du matin, et j'ai sorti le papier du mécanisme d'alimentation comme je l'avais fait une douzaine de fois auparavant, lentement, régulièrement, sans forcer. L'imprimante a fait son bruit de réflexion. J'ai rechargé le papier. J'ai appuyé à nouveau sur imprimer. 5 pages sont sorties chaudes, une par une, dans le bac. Je les ai empilées. J'ai tapoté les bords pour les aligner contre le sol. Je les ai tenus un moment du papier chaud, le poids particulier de quelque chose que vous avez fait, puis je les ai posés sur la table de la cuisine et je suis allé prendre une douche. Samedi était dans 4 jours. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Je suis arrivé à 14 heures précises, comme le dimanche précédent, car la précision était une habitude que je n'avais aucune raison particulière de rompre. Le salon contenait les mêmes personnes, plus ou moins. Oncle Igor. Tante Paulina. Cousine Marina, qui avait cette fois-ci complètement rangé son téléphone, ce que j'ai noté. Lika sur le petit canapé près du couloir. Et ma mère dans son fauteuil, droite. Les mains jointes sur ses genoux. Le mouchoir de dimanche dernier avait disparu. Elle avait l'air fatiguée d'une manière qu'elle n'avait pas la semaine précédente. Pas la fatigue jouée qu'elle portait parfois quand elle voulait qu'on lui en demande la raison, mais la vraie, celle qui ne s'améliore pas avec un public. Je me suis assise. J'ai posé mon sac par terre. J'ai sorti le dossier. Personne n'a rien dit. Je veux vous lire quelque chose, à vous tous, ai-je dit. J'ai ouvert le dossier. J'ai trouvé la première page. Septembre 2019. Loyer de Lika, 110 000 roubles. Septembre 2019. Assurance auto de Lika, 20 000 roubles. Septembre 2019. Mensualité des études de Lika, 120 000 roubles. La pièce attendait. Je pense qu'ils attendaient un contexte, un cadre, que je dise de quoi il s'agissait. Je ne l'ai pas fait. Je suis passé à la ligne suivante. Octobre 2019. Loyer de Lika, 110 000 roubles. Octobre 2019. Assurance auto, 20 000 roubles. Octobre 2019. Études, 120 000 roubles. Les mains d'oncle Igor ont bougé sur ses genoux. Tante Paulina a regardé ma mère puis a détourné le regard. Novembre 2019, loyer, 110 000. Assurance, 20 000. Études, 120 000. Novembre 2019, additionnel. Aide à la caution pour l'appartement de la rue Kedrova, 35 000 roubles. Note, aide à la caution. Je lisais lentement. Il n'y avait aucune raison de se presser. Les chiffres étaient les chiffres, et ils n'allaient nulle part. Et j'avais été précise à leur sujet pendant 5 ans, et j'avais l'intention d'être précise à leur sujet maintenant. J'ai lu jusqu'en 2020. L'assurance auto a augmenté au printemps, j'ai noté le chiffre exact. Les frais de scolarité ont baissé pendant un semestre quand Lika a pris moins de crédit, et je l'ai noté aussi. En août, j'avais payé un supplément pour un appartement plus grand, et j'avais écrit « frais de déménagement » dans la colonne des notes, et j'ai lu cela à voix haute comme j'ai lu tout le reste de manière égale, sans éditorialiser. Lika a commencé à pleurer quelque part au printemps 2021. Je l'ai entendu avant de le voir, un changement dans sa respiration, une qualité spécifique de silence qui est différente du silence ordinaire. J'ai levé les yeux une fois, brièvement. La façon dont on lève les yeux d'un document pour confirmer que la pièce est toujours là. Elle avait les mains sur ses genoux et la tête légèrement penchée, et je l'ai regardée pendant 2 secondes et j'ai rabaissé les yeux sur la feuille de calcul. J'ai continué à lire. Ma mère regardait la table. Elle regardait la table depuis quelque part en 2020, et elle continuait de la regarder, et elle ne parlait pas. Je m'attendais à ce qu'elle parle. Elle ne l'a pas fait. J'ai fini la page 4. Je suis passé à la page 5. Octobre 2023, loyer, 115 000, assurance, 22 000. Mensualité des études, 120 000. Octobre 2023, additionnel. Aide pour la consultation médicale de Lika, 5 000 roubles. Note, médecin. J'ai lu la dernière entrée. Mars 2024. Loyer, 115 000. Assurance, 22 000. Mensualité des études, 120 000. J'ai retourné la page. Total, 15 240 000 roubles. J'ai fermé le dossier.
Je l'ai posée sur la table d'appoint à côté de ma chaise. J'ai mis mes mains sur mes genoux. Je ne demande pas qu'on me le rende, ai-je dit. Je ne présente pas d'arguments. Je ne demande à personne d'être d'accord avec moi, de s'excuser ou de changer sa façon de penser à tout cela. Je l'ai lu parce que tout le monde dans cette pièce était ici la semaine dernière, et je voulais que tout le monde dans cette pièce sache quelle était réellement la situation. Personne n'a parlé. J'ai regardé ma mère puis Lika, et j'ai gardé ma voix au même niveau qu'elle l'avait été pendant les 11 minutes précédentes. Je vous aime toutes les deux. Je ne mets pas fin à cette famille, mais j'ai besoin de vous dire 3 choses, et j'ai besoin que vous les entendiez sans répondre jusqu'à ce que j'ai fini. Ma mère a levé les yeux de la table. Je ne fournirai plus de soutien financier à personne dans cette famille à l'avenir. Pas de caution, pas de virement, pas de prêt. Si cela change, je le dirai. Mais pour l'instant, c'est là où j'en suis. J'ai fait une pause pour que cela s'installe avant la suivante. Quand quelqu'un dans cette famille me dit que je ne me soucie que de moi-même, ou que je ne sais pas aimer les gens, c'est la fin de la conversation, je partirai. À chaque fois, une autre pause. Et j'appellerai quand je voudrais appeler. Pas quand il y a une crise. Pas quand quelqu'un a besoin de quelque chose. Quand j'en aurai envie. La pièce était très silencieuse. C'est tout, ai-je dit. Ce sont les 3 choses. Je ne les négocie pas, et je ne les explique pas plus que je ne l'ai déjà fait. Ce ne sont pas des punitions. C'est juste la façon dont les choses vont fonctionner pour moi à partir de maintenant. Ma mère me regardait depuis que j'avais commencé les 3 choses. Et elle continuait de me regarder. Et quelque chose sur son visage faisait le travail lent et privé d'une personne qui a reçu une information qui ne peut être désapprise. Pas de la colère. Pas la tristesse armée de dimanche dernier. Quelque chose de plus ancien que l'un ou l'autre. Elle a dit, je ne savais pas. 2 mots. Aucune performance en eux. Je les regardais. Je ne savais pas que c'était autant, dit-elle. Agatha, je ne le savais vraiment pas. Je l'ai cru. C'était la partie la plus difficile. Pas les 11 minutes de lecture. Pas les 3 conditions. Pas le dossier sur mes genoux. La partie la plus difficile était de la croire. Et de savoir que cela ne changeait pas les maths. Elle n'avait pas su. Elle avait élevé 2 filles et regardé l'une d'elles porter l'autre pendant 24 ans. Et elle n'avait vraiment pas remarqué. Et je croyais cela. Et cela expliquait beaucoup de choses. Et cela n'expliquait aussi rien du tout. Je sais, ai-je dit. Lika n'a pas parlé. Elle avait les mains à plat sur ses genoux et elle regardait la distance moyenne de la pièce, quelque part entre le sol et le mur. Et je l'ai regardé un moment. Ma sœur. 27 ans. 3 ans quand notre père est mort. Qui avait grandi dans une famille où quelqu'un la rattrapait toujours avant qu'elle ne tombe. Et je ne lui ai rien dit. Parce que je n'avais rien à dire que la lecture n'avait pas déjà dit. Oncle Igor s'est discrètement excusé pour aller à la cuisine. J'ai entendu le robinet couler. Tante Paulina a posé sa main sur le bras de ma mère. J'ai pris mon sac. Je me suis levé. Ma mère a dit, Agatha. J'ai attendu. Elle a dit, je suis désolé. Juste ça. Rien n'y était attaché. Pas d'explication. Pas de défense. Pas de demande pliée à l'intérieur. Je l'ai regardé un moment dans son fauteuil. Le canapé couleur crème derrière elle. L'estampe de Yalta au-dessus de la cheminée. Le sous-verre avec l'auréole que j'avais toujours soupçonné être celle de mon père. Je sais, ai-je dit, je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai marché jusqu'à ma voiture dans l'après-midi de janvier. Il faisait plus froid maintenant qu'en octobre. Les arbres nus et le ciel pâle. Et l'odeur de la cheminée de quelqu'un quelque part dans la rue. Et j'ai préparé le dîner. Et je suis allé me coucher. Et j'ai dormi. 3 mois plus tard, un dimanche de janvier, j'ai fait du café, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la rue se réveiller. Mon ordinateur portable était ouvert sur la feuille de calcul du travail. La feuille 2 était toujours dans les fichiers. Je ne l'avais pas ouverte depuis le matin où je l'avais lue à 4 heures du matin. Et je ne l'ai pas ouverte maintenant. Je n'en avais plus besoin. Le compte était clos. Marina m'a envoyé un SMS en février pour dire que Lika était retournée vivre chez notre mère. Un pick-up. Des cartons. Un matelas enveloppé dans du plastique un samedi après-midi. Les voisins, apparemment, avaient des choses à dire. J'ai lu le SMS dans la salle de pause au travail. Et j'en ai pris note comme je prenais note de tout. Et puis j'ai fermé ce document et je ne l'ai plus ouvert. Ma mère m'a envoyé une photo en mars. Une fleur de son jardin. En gros plan. La lumière venant du côté. Pas de texte. Juste l'image. Je l'ai regardé un moment. J'ai posé le téléphone. J'ai fini mon café. L'appartement était calme. De la manière dont il devenait de plus en plus calme depuis 3 mois. Pas vide.
Pas l'absence de quelque chose, mais la présence de quelque chose que j'apprenais encore à nommer. Pas de la solitude. Quelque chose dans lequel on pouvait s'asseoir sans avoir besoin de le réparer, ou de l'expliquer, ou de le rendre productif. Quelque chose qui avait été là tout le temps. Sous tout le reste. Attendant que la pièce se vide. Si vous avez déjà été la personne responsable, celle qui décrochait quand les autres ne le faisaient pas, qui payait ce que les autres ne pouvaient pas, qui restait stable pour que tout le monde puisse se permettre de s'effondrer, alors vous savez déjà ce qu'Agatha savait avant de savoir qu'elle le savait, qu'être nécessaire et être aimé ne sont pas la même chose. Et la distance entre les deux, une fois que vous la voyez, ne peut être ignorée. Il n'y a rien de mal à prendre soin des gens. Cette impulsion est réelle, et elle est bonne. Mais quelque part entre prendre soin d'eux et prendre en charge, une ligne est franchie tranquillement, progressivement, sans que personne ne convoque une réunion à ce sujet. Et soudain, vous financez une vie qui n'est pas la vôtre. Portant un poids que personne ne vous a demandé de poser parce que personne n'a remarqué que vous le teniez. La question à laquelle Agatha a dû répondre est la même qui se pose peut être à vous en ce moment, quand la générosité devient-elle un substitut à la conversation plus difficile, quand le maintien de la paix coûte-t-il plus que ce que la paix vaut, ce qu'elle a découvert, dans un parking, à une table de cuisine à 4 heures du matin et enfin dans un salon plein de gens qui n'avaient jamais compté, c'est que le pardon et le retour ne sont pas non plus la même chose. Elle a pardonné à sa mère. Elle n'est pas retournée à l'arrangement qui avait nécessité le pardon. Cette distinction, aimer quelqu'un et refuser d'être diminué par lui, n'est pas de l'égoïsme. C'est, en fait, la seule façon dont l'amour reste honnête sur une longue période. Si une partie de cette histoire vous a semblé familière, prenez un moment pour y réfléchir. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a demandé ce dont vous aviez besoin, et non ce que vous pouviez donner. Pensez si vous avez déjà tenu votre propre registre, non pas dans une feuille de calcul, mais dans cette partie silencieuse de vous-même où vous savez exactement ce que vous avez donné et où l'on ne vous l'a jamais demandé. Que signifierait-il de clore enfin ce compte? Et qu'est-ce qui pourrait vous attendre dans la pièce qui reste?